Jean-Marc Vittori, c'est une transition pour analyser les propos du président de la République, mais c'est quand même là peut-être peut-être l'image la plus forte quand même des dysfonctionnements de la communauté européenne. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est des dysfonctionnements qui ne sont hélas pas totalement surprenants. On a une logique économique, une logique personnelle. Par exemple, en finir avec la règle de l'unanimité, qui est quand même à chaque fois, on revient là, une source de blocage sur des dossiers pareils. Mais évidemment. Évidemment, c'est très difficile de décider à 27. Rappelons que ces règles ont été fixées au départ, il y a plus de 50 ans, quand il y avait 6 pays. Maintenant, il y en a 27, bientôt 28, et François Hollande dit qu'il va y en avoir encore plus, et c'est vrai. Comment est-ce qu'on décide dans ces conditions-là en étant tous d'accord? C'est devenu quasiment impossible, et donc quand on est dans une situation d'urgence, en plus dans une situation d'urgence humaine, personnelle comme ça, c'est encore plus insupportable. Jean-Marc Vittori, je pense que vous avez lu évidemment l'interview de François Hollande à vos confrères, comme d'ailleurs Pascal Delima et Éric Delannoy. Est-ce que, pour vous, ça précise les choses? Est-ce que le président est plus clair ou est-ce que vous continuez à trouver qu'il y a une forme de flou artistique? Non, c'est pas un flou artistique, c'est plutôt une synthèse. C'est une synthèse d'un certain nombre de réflexions. Moi, ce qui me frappe, c'est la position de François Hollande. Il a visiblement écouté beaucoup de gens, il a lu beaucoup de choses, il a aussi beaucoup réfléchi. Et il fait une synthèse, mais il ne fait pas une percée. Et je pense que la façon de travailler des Allemands et des Français sur le dossier de l'Europe est radicalement différente. Les Allemands travaillent depuis longtemps, dans la plus grande discrétion, sur comment est-ce qu'on pourrait faire une Europe meilleure. Ils travaillent en groupe, ils travaillent avec toute une série de réflexions. Avec en vue une révision des traités européens pour avancer. Avec en vue un changement très en profondeur de la façon de travailler. Et les Français, on est beaucoup plus... on flirte, on sautille sur l'écume. Et c'est vrai aussi bien à droite qu'à gauche. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail en profondeur sur ce que doit devenir l'Europe, qui a été fait en Allemagne, aussi bien dans les rangs du gouvernement que du côté de l'opposition. Et en France, ce travail-là n'a pas été fait, et ça ressort aussi clairement en creux pour moi dans l'interview de François Hollande. Pascal Delima, c'est quand même un paradoxe pour un disciple de la première heure de Jacques Delors, puisque ça a été quand même la grande influence intellectuelle de François Hollande au début de sa carrière politique. Mais je crois que ça pose une question qui est de savoir si on est pour ou contre l'Europe. Je crois que finalement, une autre synthèse consisterait à dire que personne n'est évidemment contre l'Europe. Le problème qui est posé aujourd'hui lorsqu'on écoute François Hollande et lorsqu'on regarde un peu l'histoire de l'Europe, c'est que finalement, quand même, il me semble que depuis 3-4 ans, on nous propose une seule vision de l'Europe. Et cette unique vision de l'Europe a 3 caractéristiques: le quantitatif, la réduction quantitative des déficits. Elle a une autre caractéristique qui est aujourd'hui, vous le savez bien, la contribution négative à la croissance économique et à l'augmentation du chômage. Et puis il y a un dernier point, c'est la mainmise finalement de certaines politiques économiques autour, je dirais, des politiques libérales pour simplifier. Une autre façon de faire l'Europe, c'eût été de réfléchir sur des aspects davantage qualitatifs, à l'intérieur même des plans d'austérité, de faire l'évaluation de l'efficacité de certaines mesures par un organisme indépendant, pas que pour la croissance, mais pour l'évaluation de l'efficacité de ces politiques, et de proposer tout simplement une réflexion autour d'un nouveau modèle économique plus équitable, plus juste, plus équilibré, ce qu'on retrouve par exemple dans les fondamentaux de la social-démocratie américaine, et notamment par un auteur très connu en économie qui est John Rawls. C'est cette théorie-là qu'il faut arriver à impulser en Europe, et pas, je dirais, cet unilatéralisme autour d'une seule façon de faire l'Europe. Tout le monde est pour l'Europe, mais on voudrait qu'il y ait un peu autre chose, si vous voulez. Éric Delannoy, ce qui m'a frappé, c'est l'incroyable prudence du président de la République devant tout ce qui est agité aujourd'hui par les Barroso, par les Van Rompuy, par l'avancée d'une fédération d'États-nations. Là, sans dire non, mais on sent que le président français... Alors, est-ce qu'on peut y voir la marque peut-être du traumatisme de l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste qui a failli voir son parti exploser au moment du référendum constitutionnel? Oui, avec ce paradoxe absolu, c'est qu'on a quand même mis comme ministre des Affaires étrangères quelqu'un qui avait voté non à l'Europe. Donc, comme quoi, on cherche à faire la synthèse de manière absolue. Donc, sur ce point-là, moi, je pense effectivement... On peut dire non au traité et oui à un beau portefeuille ministériel en même temps. Oui, quand on a été Premier ministre, mais c'est un autre débat. Mais
on est quand même dans une volonté de recherche de synthèse, manifestement, alors qu'aujourd'hui, on sait bien, et on l'a vu dans les débats sur le traité européen, il y a une vraie douleur du Parti socialiste à se mettre d'accord sur un projet européen. En fait, le Parti socialiste, et François Hollande aussi, je pense qu'il est tiraillé entre une vision extrêmement politique et volontariste, où il se dit l'Europe, c'est sortir par le haut, permettra de sortir la France par le haut, et donc on est dans la continuité de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, et les socialistes qui disent oui mais attendez, si sortir par le haut c'est commencer par faire de l'austérité et réduire les déficits publics, on va vers la souffrance. Donc cette synthèse-là est compliquée à faire. Du coup il y a une grande prudence qui est manifeste et qui est légitime. Moi ce qui me marque, et je rejoins les propos de Pascal tout à l'heure, c'est qu'on a une vision quand même assez unilatéralement économique de la vision européenne. Moi, j'entends pas beaucoup de propos sur la solidarité, j'entends pas beaucoup de propos sur le projet européen, j'entends beaucoup de propos sur l'union bancaire, les aspects techniques, les marges de manœuvre politiques des uns et des autres, et au fond, cette prudence-là, elle est aussi les cicatrices de, quand on parle entre la France et l'Allemagne, on sait jamais d'où on va prendre la baffe, quelque part. Oui, mais Jean-Marc, est-ce que... Enfin, tout ça ne se résume pas au fait que le déséquilibre s'est tellement creusé entre la France et l'Allemagne que, si on se rapporte il y a une quinzaine d'années où sur plein de domaines d'activité, la France était devant l'Allemagne d'activité économique, on se dit qu'à un moment donné, la fiction d'un poids politique égal, c'est une fiction quand le poids économique est à ce point, la distorsion, la disproportion est à ce point soulignée. Oui, tout à fait, mais le déséquilibre économique s'est beaucoup creusé au cours de la dernière décennie. Les Allemands ont fait beaucoup d'efforts que les Français n'ont pas fait, du moins pour l'instant. Mais il y a aussi un déséquilibre intellectuel. C'est-à-dire que les Allemands ont réfléchi à quelle Europe ils voulaient faire. Clairement, les Allemands ont en tête, ils ne l'ont pas encore dit de manière limpide, mais quand on voit par toute une série de petites signes qu'ils ont en tête, ils veulent aller vers une Europe franchement fédérale. En France, on ne sait toujours pas si on veut aller vers une Europe franchement fédérale. On ne sait pas vers quelle Europe on veut aller. Donc, il y a un déséquilibre économique qui est majeur, mais il y a aussi un déséquilibre intellectuel qui, pour moi, est de plus en plus clair. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Je suis d'autant plus d'accord qu'en France, tous les intellectuels s'arrachent sur ce projet-là, avec un point commun quand même, qui est l'éloignement de plus en plus grand des citoyens français vis-à-vis de la technocratie européenne. C'est parce que personne ne propose de projet européen aux citoyens européens, avec une très faible légitimité démocratique de tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années, qu'on a un président qui ne sait pas quelle place prendre dans cette histoire-là. Mais Pascal de Lima, quand on parle d'une relance européenne, avec en vue peut-être d'une politique de grands travaux, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait à la fois économiquement judicieux et symboliquement très fort, qu'à un moment donné, il y a un grand projet européen, alors je ne sais quoi, un grand projet de transport transeuropéen, ou quelque chose qui, à un moment donné, permette aux opinions publiques de comprendre ce que l'Europe peut être comme levier? Absolument, il y a une volonté d'homogénéisation des politiques économiques et d'intégration totale vers davantage de fédéralisme aujourd'hui, qui serait un moyen finalement d'assurer une sorte de confiance européenne, avec des repères clairs. Cette nécessité-là, mais elle est nécessaire et en même temps elle se heurte à une incrédulité, à un euroscepticisme grandissant des opinions publiques. Donc oui, les deux logiques s'affrontent là. Oui, parce qu'il y a une vraie volonté d'homogénéisation politique, mais en même temps il y a des divergences économiques qui viennent toucher directement le social et le citoyen. Donc le meilleur moyen, moi je dirais, pour pouvoir faire converger tout cela, c'est d'abord d'accepter très clairement l'existence de divergences entre les pays et d'arrêter constamment de vouloir tout intégrer et de pouvoir ensuite mettre en place des mesures, je dirais, davantage de réflexion qualitative autour de savoir pourquoi 3%, pourquoi pas 2,5% en France, pourquoi pas 2% au Portugal, pourquoi pas 4% en Allemagne. Bon, c'est ce que disait Christine Lagarde hier au Club LCI, par exemple. Oui, en entrouvrant quand même la porte d'un assouplissement des 3%. Exactement. Arriver à davantage de souplesse qualitative, si on peut dire ça entre guillemets, autour de tous ces objectifs quantitatifs, pour pouvoir apporter davantage de confiance et aller vers un fédéralisme nuancé.
Éric Delannoy, les marchés entendraient cet assouplissement-là, par exemple, de la règle des 3%? Absolument pas. C'est un des points majeurs, c'est que là, on a donné des points de repère, les points de repère sont là pour rassurer les marchés. Rassurer, ça veut dire quoi? Les marchés ont besoin, non pas d'une stagnation et que tout le monde soit 3%, ils ont besoin d'avoir des points de repère, donc un cadre dans lequel la volatilité va se faire, parce que c'est sur la volatilité qu'on gagne de l'argent. Donc, donner des points de repère comme ça au marché, c'est le meilleur moyen de leur donner des gages pour gagner de l'argent demain, parce que personne ne les respectera. Mais au moins, ils savent de où on part et comment on se positionne par rapport à eux. Moi, mon point par rapport à l'Europe, s'il y a cet euroscepticisme, c'est parce qu'on n'est pas sur la preuve. Toute preuve que vous donnez aujourd'hui de l'influence de l'Europe sur les citoyens, ce sont des preuves négatives. Vous en avez un très bon exemple avec l'aide alimentaire. Il y a eu un autre exemple un peu plus éloigné des citoyens sur le rapprochement raté dans l'industrie de la défense. Oui. Et puis, on peut se poser la question de savoir pourquoi on doit maintenir 27 armées en Europe. On vient d'avoir le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix pour l'Union européenne, ça ne parle pas. Ça ne veut rien dire. Quand est-ce qu'on va donner des preuves? Alors, un grand projet de transport, un grand projet de solidarité, et puis une question épineuse à résoudre, qui est un tabou absolu. Quelle sera la place de la Grande-Bretagne dans cette Europe-là? Attendez, pour la question, je prends l'exemple. Dernière minute. Oui, par exemple, le grand projet, les grands transports, etc., le pacte de croissance européen, c'est 120 milliards aujourd'hui. Alors, il faut savoir que les déficits, l'argent nécessaire pour résorber tous les déficits en Europe, c'est 240 milliards, donc 2 fois plus. Donc s'il n'y a pas un peu de croissance en face, ça ne marchera pas. Et puis regardez le Portugal qui a respecté toutes les consignes de la Troïka. Les objectifs de moyens sont atteints. On n'a pas encore atteint les objectifs de déficit. Donc il faudra bien un jour réfléchir au cas par cas. Donc Jean-Marc Vittori, pour conclure, ce n'est pas cette interview-là qui va beaucoup dynamiser les choses. Non, on manque de projets. Pour moi, le grand projet, ça devrait être de la solidarité à l'échelon européen. Le problème, c'est qu'on voit que cette solidarité que les Allemands, les Français devraient manifester vis-à-vis des Espagnols et des Grecs, on voit dans les pays exactement l'inverse, c'est-à-dire actuellement, les Espagnols, les Catalans ne veulent plus être solidaires des autres Espagnols, les Flamands ne veulent plus être solidaires des Wallons. On rêve d'une solidarité européenne alors qu'on a des rêves de désolidarité nationale. Ça va être compliqué. Belle conclusion. Merci à tous les trois. La suite, le rappel des titres, et puis on reviendra évidemment sur le grand débat aux États-Unis. Obama qui a refait son retard avec un débat moins raté que le premier.